Ce que je vais vous proposer, c'est d'abord de revenir un tout petit peu sur l'histoire, mais vous verrez que je ne vais pas repartir sur les textes. Ensuite, vous expliquer que pour personnaliser, il faut connaître les étudiants, voilà, et que dans accompagnement personnalisé, il y a aussi le mot accompagnement. Donc l'accompagnement, ça nécessite peut-être une explication. Différencier, c'est toujours pour la même histoire, hein, c'est pour faire progresser. Ce qu'on veut, c'est que les étudiants progressent. Et puis, je vous indique à la fin une toute petite bibliographie, cytographie, volontairement réduite parce qu'elle est parfaitement personnelle, mais de ma personne cette fois-ci, complètement personnelle et parfaitement incomplète. Mais c'est normal, j'espère que vous aurez l'occasion de l'enrichir avec vos propres lectures. Alors, je vous ai présenté d'abord une petite image. Ça, c'est une salle de classe au début du XXe siècle, je ne sais plus trop où, quelque part dans le Jura, je crois. Bon. Et puis là, vous avez une deuxième image. Alors ça, c'est beaucoup plus récent, mais je ne sais pas si vous voulez jouer au jeu des 7 erreurs, mais entre les deux images, je ne vois pas d'énormes différences. On a toujours des tables, des chaises, un tableau et des fenêtres sur le côté. Donc ça, c'est l'enseignement tel qu'il existe, hein, tel qu'il est parfois même implanté, ancré dans l'architecture des établissements, avec parfois même des tables vissées au sol, quand ce ne sont pas les chaises. On a donc une vision sûrement très peu personnalisée de l'enseignement. C'est une vision, comme on l'a dit dans d'autres circonstances, de maîtres face à des apprenants qui sont rangés en randonnion le plus visible possible pour pouvoir absorber les connaissances dispensées par le maître. Voilà. Et puis en 2000, là, je vous ai présenté quand même en dessous une salle avec des élèves. Ça change un peu des choses. Vous remarquerez en passant que sur cette photographie, qui n'est pas choisie au hasard, on a toujours la même structure, mais les tables ont bougé. Et puis le maître, il n'est plus tout à fait au tableau non plus. Il est sur le côté. Et puis au tableau, on a visiblement un élève. Bon, alors ça, finalement, c'est quand on commence à jouer sur l'architecture, ou plutôt l'organisation des salles, pour créer autre chose. Bon. Et je vais vous dire après pourquoi tout ça a à voir avec l'accompagnement personnalisé. Je ne l'avais pas montré. Alors, au lycée, 2010. 2010, c'est la réforme de 2010 qui amène l'accompagnement personnalisé. Pour ceux qui ont connu le lycée avant, il y avait de l'accompagnement individualisé qui était réservé aux professeurs, enfin à l'enseignement du français, des mathématiques et de l'histoire-géographie, me semble-t-il. Bon, peut-être français et mathématiques seulement. Bon, peu importe. En tout cas, c'était fléché et ça s'appelait individualisé. Vous savez, dans notre monde, c'est très important de s'attacher aux mots. Individualisé, personnalisé, etc. C'est pas tout à fait la même chose. Et puis là, je vais vous faire lire un petit texte. Je veux vous le lire si vous voulez. C'est en français, c'est pas en anglais. C'est plus facile. Donc, c'est un texte de Françoise Claire, hein, dans les cahiers pédagogiques, c'est récent de 2015. L'accompagnement, c'est pas une invention de l'école, nous dit-elle. C'est une pratique largement répandue dans le domaine social et des soins. Accompagnement à la personne, etc., âgée. Bon. L'accompagnement authentique consiste en une écoute et un travail sur la parole. Écoute. Il vise la construction d'un rapport empathique. C'est moi qui souligne empathique. À l'autre, et une image de soi positive, pour assumer sa propre existence. Dans le domaine éducatif, il doit permettre à l'élève, à l'étudiant pour nous, de se penser comme sujet connaissant. C'est-à-dire, en gros, de se regarder en train d'apprendre. Il permet une expérience reposant sur la coopération, et on a beaucoup insisté sur cette coopération tout au long de la présentation qu'on a eue, la solidarité, le respect de l'autre. Il peut déboucher à tous les âges sur des choix valorisants, le mot valorisant est important, suppose une continuité de la relation entre l'accompagnant, ça va être les professeurs, hein, l'équipe d'une façon générale, et l'accompagné. Voilà. Alors l'article est intéressant, il est en ligne il suffit de taper Françoise Claire, cahier pédagogique, parce que elle va beaucoup plus loin et elle essaye d'analyser en quoi cet accompagnement pédagogique, cet accompagnement qui transforme un peu la relation entre le professeur et les élèves et les étudiants, pourrait amener des bouleversements. Et comme dans tout système organisé qui se respecte,
eh bien, on n'aime pas les changements, on n'aime pas les bouleversements. Donc l'accompagnement personnalisé, vous entendrez souvent dire que c'est un échec au lycée, qu'il n'a pas été réussi, et j'ai envie de dire c'est normal, parce qu'en 2010, passer de la vision salle de classe randonnion à une vision accompagnement qui plus est personnalisé, ben c'est pas étonnant que ça coince, que ça grince et que ça ne fonctionne pas toujours très bien. Nous, on a de la chance, parce qu'on vient après. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'il ne faut pas faire, à peu près, on sait pourquoi ça ne marche pas, et puis peut-être on a un peu de recul sur la chose elle-même, et du coup, on peut avancer un peu mieux. Alors, pour accompagner, il faut connaître, disais-je tout à l'heure, et ça nous semble tellement important qu'on va y passer un tout petit peu de temps. Alors, c'est là que je parle d'évaluation diagnostique. C'est pour ça que le titre de l'intervention commence par évaluation diagnostique, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est par là que ça commence. Et vous remarquerez que le mot diagnostic, il rapporte quand même quelque part au médical et il renvoie à la question des soins citée au tout début par Françoise Claire quand elle parlait d'accompagnement. Alors, l'accompagnement, on cherche à évaluer des besoins. C'est-à-dire que lorsqu'on est enseignant, on a des étudiants en face de soi, on sait qu'ils ont des besoins et que ces besoins peuvent être très ponctuels dans un domaine de connaissances données, mais aussi certainement, vous le savez bien, sur des méthodes de travail et sur un savoir-être. Autrement dit, on retrouve derrière savoir, méthode et savoir-être, on retrouve ni plus ni moins les compétences, au sens où on les définit traditionnellement comme un ensemble de connaissances, de savoir-faire et de savoir-être. Bref, ils ont des besoins pour des compétences. Bon. D'autre part, l'élève, l'étudiant, a en face de lui des professeurs, on va les appeler brièvement des accompagnants. Bon. Ces accompagnants, ils sont nombreux. D'autant plus nombreux qu'on a parcellisé les enseignements, contre notre avis, vous le savez bien, dans les établissements. C'est compliqué d'accompagner dans une formation des étudiants lorsqu'on est nombreux à les accompagner. Et lorsqu'on peut, de toute façon, avoir sur les étudiants des regards, je ne dirais pas divergents, mais en tout cas pas forcément empreints des mêmes qualités d'écoute, d'empathie et de bienveillance que celles qui étaient citées dans l'extrait de l'article de Françoise Claire. Donc, ce que l'on veut dire, et Marie-Blanche l'a dit tout à l'heure, je n'avais pas vu sa diapositive, elle a dit « La paix, c'est une histoire partagée ». La paix, c'est pas, comme on le voit quelquefois, la variable d'ajustement, on donne ça au dernier arrivé, on ne sait pas trop quoi en faire, c'est un peu la patate chaude. Donc, bon, on s'en débarrasse d'une certaine manière. C'est certainement une manière d'aider les étudiants à réussir, et les aider à réussir, ça suppose effectivement que tout le monde rame dans la même direction. Après, qu'un enseignant dans l'équipe prenne en charge plus spécifiquement cet aspect des choses, c'est possible pour des raisons qui sont liées simplement à la répartition des services, ça on veut bien l'entendre. Mais en même temps, il y a à travailler sur l'équipe tout entière. Ensuite, personnaliser. Alors, j'entends aussi souvent dire, et ça a fait l'objet d'ailleurs de remontées lors de la consultation, oui, mais comment voulez-vous qu'on accompagne alors qu'ils sont 30, alors qu'ils sont 20, alors qu'ils sont 10, alors qu'ils sont 2 ? En fait, l'idéal, ça serait d'en accompagner un et de faire du préceptorat. Bon, alors comme on ne peut pas diviser à l'infini les classes, et puis qu'on verra tout à l'heure que ça serait vraiment dommage, personnaliser, ça ne veut pas dire individualiser. Ça ne veut pas dire qu'on prend l'étudiant tout seul. Il est certainement, c'est une personne et on le voit comme tel, mais vous le voyez dans un fonctionnement qui n'est pas le fonctionnement de l'individu, ou rarement. Donc vous l'avez dans un groupe, vous le voyez dans un groupe, et vous le voyez coopérer à l'intérieur d'un groupe. Autrement dit, quand on parle d'accompagnement personnalisé, cet accompagnement personnalisé il peut très bien se mener lorsqu'on a les étudiants en groupe, et lorsqu'on commence à travailler avec eux sur des activités, des tâches que vous aurez établies préalablement et qui vous permettront d'aider à établir le diagnostic. J'y viens dans la diapo suivante. Alors, la diapo suivante. Comment on va faire ? Alors, j'avais mis ce point en dernier, puis finalement, réflexion faite, après réflexion avec moi-même d'ailleurs, je me suis dit, on va le mettre en premier parce que c'est ce qui vient le premier à l'esprit. Recueillir des informations via des évaluations non chiffrées, s'il vous plaît. Ne commencez pas
à faire des évaluations absolument catastrophiques en début d'année, juste pour montrer qu'ils ne savent rien, nos chers petits. Donc non, on fait des évaluations non chiffrées et on repère les points forts et les faiblesses. Alors, comment on fait ? On peut faire des questionnaires, on peut faire des petits contrôles, j'en ai fait moi-même dans le passé, et j'ai constaté à l'époque que certes, quand ils arrivent, nos étudiants ont à peu près tout oublié. Bon, alors comme ils ont tout oublié, on en déduit qu'ils n'ont rien appris. Et voilà, et donc on va les accompagner pour à nouveau apprendre ce qu'ils ont déjà appris, histoire de montrer que de toute façon, c'est quand même nous qui faisons vraiment bien le travail. Alors, c'est pas comme ça que ça marche, bien sûr. Nos étudiants, ils ont oublié des choses, à nous de les réactiver. Ils ont peut-être des acquis que l'on n'a pas mesurés à travers ces informations via des évaluations non chiffrées. Bref, ils ont certainement des points forts qu'il faut repérer. Donc si on recueille des informations, je crois qu'il vaut mieux le faire de façon pas trop solennelle, de ne pas en faire un point de départ absolument incontournable qui permettra, comme on adore le faire, de classer nos élèves, ceux qui répondent bien aux questions et ceux qui ne répondent pas bien, et immédiatement caser dans des tiroirs ceux qui répondent bien et ceux qui ne répondent pas bien. Bon, donc, vous pouvez faire ça, mais néanmoins le prendre avec beaucoup de recul pour la suite des opérations. Deuxième diagnostic, deuxième façon de faire le diagnostic, que je trouve plutôt intéressante en fait. Vous accueillez des élèves, on est en tout début d'année là, vous accueillez des étudiants, vous pouvez très bien, et dans le cadre de la communication scientifique ou de l'ESLV d'ailleurs, on peut peut-être y réfléchir, les faire parler sur leur parcours. D'où viennent-ils ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Et qu'est-ce qu'ils attendent ? Il va y avoir une grande hétérogénéité de parcours, il va y avoir une grande hétérogénéité d'attentes, et il va y avoir donc certainement une grande hétérogénéité du travail à faire avec eux. Ça peut être aussi un point de départ pour que vous repériez finalement à quel public vous avez affaire. On parlait des bacs pro. Bon, ben voilà, un bac pro, il a fait des stages. Ouais, il a déjà côtoyé le monde de l'entreprise. Bon, il a fait des choses, c'est certain. Un bachelier technologique, il a déjà fait des projets. Il a déjà travaillé sur des questions autour des mesures, de l'instrumentation, des choses comme ça. Le bachelier général, lui, il aura fait encore d'autres choses. Il aura fait des TPE, il aura fait des choses de ce genre. Bon, allons-y. C'est-à-dire que ça se fait, juste une toute petite interruption, ça se fait parfois en début de seconde, moi je l'ai vu dans certains établissements et j'ai trouvé ça très intéressant, où on demandait même aux élèves de se positionner par rapport à leurs attitudes vis-à-vis des matières scolaires, finalement, quelles étaient les difficultés qu'ils avaient rencontrées, quels étaient leurs points forts, leurs points faibles, leurs qualités en tant qu'élèves. Voilà. Et en tout cas, je trouvais très intéressant et les élèves jouaient vraiment le jeu d'essayer de réfléchir à quels élèves ils étaient. Et en tout cas, ça peut aller même au-delà. Enfin, en tout cas... Enfin, c'est une question de... Puisqu'on parle de diagnostic, le diagnostic, il est aussi là. Il n'est pas seulement sur des savoirs. Il y a des équipes qui les recevaient aussi par 3 et ça pouvait se faire aussi à l'oral comme ça. Ça peut être aussi une manière différente de jouer. Et du coup, l'élève n'était plus un individu, mais il était quelqu'un reconnu dans ce qu'il avait vécu. Observez, alors, toujours comment faire. Hein. Là, je suis à la place de l'accompagnant. Hein. Observez vos étudiants. Observer, c'est souvent poser des diagnostics. Tiens, celui-là, il ne parle jamais. Tiens, celui-là, il parle beaucoup quand il est dans le groupe, mais alors dès que je lui pose une question, il ne parle plus. Etc., etc. Vous savez tous ça en réalité. Et quand vous faites ça sans le savoir, peut-être, comme M. Jourdain, vous faites du diagnostic. Bon, ben voilà. Ça veut dire que, ça a été dit tout à l'heure par Cécile sur le SLV, peut-être tel étudiant dont on perçoit bien qu'il a des compétences, par exemple dans le domaine scientifique, n'arrive pas à les extérioriser, à s'exprimer à l'oral pour justement montrer ce qu'il sait. Donc on sait d'avance que lors de l'accompagnement qu'on va faire avec cet étudiant ou cette étudiante, il va falloir travailler là-dessus. On n'est pas obligé de le crier à tout vent, hein. C'est simplement une observation que vous avez et que vous partagez à ce moment-là avec les autres, avec vos collègues, pour dire cet étudiant-là, bon, il faudrait s'efforcer de le faire participer davantage, de l'impliquer davantage, etc. Et chacun peut y apporter sa contribution. Donc je suppose que c'est ce que j'ai mis à la fin, bah oui. Donc effectivement, faire des points réguliers avec l'équipe pédagogique, parce qu'il y a aussi dans les diagnostics, bien sûr,
il y a le début, et puis il y a tout l'avancement du travail que vous faites avec eux. Donc de temps en temps, faire des points formalisés ou pas, ça reste à voir en fonction des équipes et de la manière dont vous fonctionnez entre vous, mais au moins ne pas enfermer un étudiant dans une catégorie donnée, puisque forcément il va évoluer pendant l'année, c'est probable, et toujours continuer à identifier les besoins en fonction des progrès, parce que certains vont progresser, certains plus que d'autres, et puis à un moment donné aussi, il va falloir faire basculer peut-être une partie de cet accompagnement personnalisé, une fois qu'on aura amené les étudiants à un certain point, vers la préparation de l'examen ou vers la préparation de poursuite d'études, pourquoi pas. Si vous regardez ce qui se passe au lycée, par exemple, normalement, en accompagnement personnalisé, on doit travailler avec les élèves sur l'orientation. Bon, c'est peut-être ce qui marche le mieux, d'ailleurs, globalement, en accompagnement personnalisé, mais en BTS, rien n'empêche de le faire aussi, une fois qu'on connaît un peu mieux les étudiants et qu'on commence à se poser des questions, que eux commencent à se poser des questions, c'est encore mieux, sur leur avenir professionnel ou éducatif. Alors, maintenant, la différenciation pédagogique. La différenciation pédagogique, alors là, on a de quoi faire. Bon, d'abord, je vous dirais que vous êtes tous censés savoir faire, parce que vous êtes tous professeurs, vous avez tous été recrutés sur la base de compétences, dont celle qui est évoquée ici, et que j'ai mis en bleu dans le référentiel de compétences de juillet 2013, qui vous touche tous, prendre en compte la diversité des élèves, des étudiants, adapter son enseignement et son action éducative à la diversité des élèves. Ça fait partie du travail des enseignants. Alors, on est dans un référentiel de compétences attendues, et puis ensuite, on le travaille tout au long de la carrière professionnelle. Bon, et c'est le moment peut-être de se poser la question de se dire comment est-ce que je prends en compte la diversité des étudiants et comment j'adapte mon enseignement. Et c'est ça la pédagogie différenciée, et peut-être depuis l'école primaire, depuis la maternelle même, depuis la maternelle jusqu'en post-bac, c'est une vraie question. Nous avons des étudiants, des élèves, des enfants devant nous qui sont absolument pas tous pareils. Il n'y a pas deux cerveaux qui se ressemblent, il n'y a pas deux manières d'apprendre, enfin il n'y a pas une manière d'apprendre plutôt, il y a beaucoup de manières d'apprendre, il y a beaucoup de manières de progresser, et nos élèves sont tous différents. C'est comme ça, c'est la vie. Par contre, vous êtes ce que vous êtes avec votre manière d'être, et c'est là que c'est intéressant dans les équipes pédagogiques justement d'avoir une diversité aussi de compétences pour pouvoir aborder cette diversité. Alors, j'enfonce une porte ouverte, mais la différenciation pédagogique, ça n'est pas que l'affaire de l'AP. Ça me semble évident. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez avec des étudiants, vous proposez des activités en pensant à la diversité de vos étudiants. Vous savez, on entend souvent une plainte récurrente, le groupe est très hétérogène. Bon. Alors, un groupe homogène, à la limite, c'est l'individu lui-même. Donc, comme tout à l'heure, le préceptorat, finalement, ça ne fonctionne pas tant que ça. Donc, on a de l'hétérogénéité. Nos élèves n'apprennent pas tous de la même façon. Faisons-en un atout plutôt qu'une crainte. Donc, allons-y, faisons. Alors, là, il y aurait de quoi détailler beaucoup. Et on trouve dans la littérature pas mal de choses. Mais quand vous proposez une activité à des étudiants, vous pouvez proposer la même activité à tout le monde, mais vous ne demandez pas à tout le monde la même chose en sortie. C'est-à-dire que vous pouvez vous contenter pour certains d'un certain niveau d'attente et pour d'autres, vous demandez d'aller plus loin, quitte à demander aux étudiants eux-mêmes d'ailleurs de dire à quel degré d'attente ils souhaitent aller. C'est-à-dire que dans cette affaire-là, l'étudiant, surtout l'étudiant, sans doute plus encore que l'élève, l'étudiant peut se dire « je vais aller jusqu'à tel point, je me donne les outils pour y arriver, et pour ça, je le dis, je vais aller jusque-là ». C'est une forme de différenciation. Ou alors vous ne donnez pas le même support à tout le monde. Ça peut être ça aussi. Et à partir de ce moment-là, vous n'attendez pas forcément les mêmes productions, évidemment, puisque tous les supports ne sont pas les mêmes, mais en même temps, vous avez adapté vos supports, plus ou moins guidés, c'est ça que je veux dire, pour des étudiants dont les aptitudes sont forcément au départ différentes. Bon. Et vous voyez que dans cette affaire, il y a 3 verbes que j'ai choisis, qui sont peut-être à discuter. Remédier parce que parfois on a besoin de remédier, parfois en remontant assez loin dans le cursus éducatif pour essayer de détecter les problèmes
les raisons des problèmes des étudiants, consolider parce qu'on sent bien que ça marche, mais c'est quand même assez fragile, donc on a intérêt à remettre une petite couche de peinture pour mieux fonctionner, ou approfondir parce qu'on a aussi des étudiants qui sont bons, qui se débrouillent bien, et pour lesquels les tâches demandées pourront être éventuellement plus ambitieuses pour les faire progresser eux aussi sur leur domaine de réussite. Bon, tout ça, c'est de la pédagogie différenciée. Ça ne veut pas dire qu'on adapte systématiquement les supports à chaque étudiant, mais on peut commencer à faire un petit travail sur la manière d'adapter, finalement, quand on le peut. Et ça se fait très bien pour les élèves handicapés, d'ailleurs. On sait bien que dans ces cas-là, on est obligé d'adapter, donc on le fait. Donc on différencie forcément. Mais ça vaut aussi pour des élèves lambda, des étudiants lambda. Alors, des pistes pour différencier. J'en ai un petit peu parlé avant, mais j'insiste, parce qu'on a dit beaucoup, depuis le début du séminaire, qu'on travaillait beaucoup sur la coopération, etc. Et quand j'écris valoriser les compétences de certains pour faire avancer les autres, je l'ai déjà dit en fait, meilleure connaissance des entreprises, meilleure aisance dans le maniement de l'abstraction, etc. Vous avez certainement dans vos classes de BTS des élèves dont les aptitudes sont très diverses en fonction de leur parcours. Rien n'interdit de gérer cette hétérogénéité en valorisant précisément les compétences de ceux qu'on n'a pas toujours l'habitude de valoriser. Et je pense notamment aux élèves de Bac Pro. Donc c'est un travail à faire intelligemment, entre guillemets, dans des activités de groupe qui permettront certainement aux uns et aux autres de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Donc c'est une possibilité et c'est une manière d'accompagner de façon personnalisée les étudiants. Deuxième point, tout à fait dans l'autre direction, vous allez vous apercevoir que certains étudiants ont des difficultés que j'appellerais de base. Bon, on vient de publier, tiens, j'en profite pour faire de la publicité. Le GRIESP vient de publier un document sur, Mélanie, salut au passage, un document qui s'appelle Expérimentation, modélisation, le rôle du langage mathématique, quelque chose comme ça, en physique-chimie. Donc c'est vrai que nos étudiants peuvent rencontrer, quelle que soit souvent leur provenance, mais sans doute plus des élèves de Bac Pro que d'autres, de passer à l'abstraction que constitue le langage mathématique. Or, le langage mathématique, on en aura besoin. On en aura besoin parce que c'est très pratique, parce que c'est utilisé par toutes les personnes qui travaillent dans le monde scientifique, de près ou de loin. Donc ça fait partie des documents que je n'ai pas cités forcément ici, mais qui peuvent vous aider à voir ce qu'il faudrait faire avec des étudiants qui sont fâchés avec le langage mathématique. Ça se fait certainement en travaillant sur les racines du mal, si j'ose dire. C'est-à-dire que si ça fonctionne aussi mal, c'est peut-être qu'il y a eu quelque part un blocage dans la tête des élèves, dont j'ai dit qu'ils étaient tous différents les uns des autres, qui fait que on n'est pas rentré dans le langage mathématique, on n'y arrive pas, et ça demande un travail de remédiation, certainement. Et ensuite, une fois qu'on a repéré ces blocages, faire acquérir ces automatismes que j'évoque ici, simplement parce que nos élèves, pour réfléchir, ont besoin de déblayer leur cerveau d'un certain nombre de tâches répétitives qu'il faudrait justement rendre automatiques. Je m'explique, quand vous faites du calcul mental, et que vous calculez rapidement, quand vous faites vos courses par exemple, combien ça va vous coûter, vous ne prenez pas vos tables de multiplication, vous ne revenez pas sur ces fondamentaux-là. Or, pour certains de nos étudiants, la difficulté peut se situer là. Donc si on n'arrive pas à installer des automatismes, on aura du mal à demander à nos étudiants d'aller vers des tâches complexes qui sont précisément ce qu'on leur demande de faire à l'issue des 2 années de BTS et même avant, si on regarde les parcours des lycéens. Donc travailler là-dessus, c'est possible avec le numérique ou avec toute autre sorte de support. En tout cas, tout ce qui peut permettre de régler cette histoire d'automatisme est aussi importante, me semble-t-il, avant de passer à la suite. Mais ça ne vaut pas pour tous les étudiants. C'est-à-dire qu'on ne va pas embêter tous les étudiants avec des automatismes qu'ils ont déjà. Ouvrir sur les métiers, j'en ai dit un mot tout à l'heure. C'est vrai qu'on peut, là aussi, personnaliser cet enseignement en travaillant
non pas sur les conférences, parce que les conférences c'est important, mais faire ensuite discuter les étudiants autour justement des conférences, ça peut être le moment d'accompagner de façon plus personnalisée nos étudiants. Travailler sur l'oral, y compris en anglais, oui, on pense toujours à l'anglais, hein. Et le point important, c'est en faisant établir par les étudiants une grille d'évaluation. On parlait tout à l'heure de grille d'évaluation. Si on veut faire progresser nos étudiants, bien sûr qu'il faut les évaluer. Comment on peut évaluer? Si je prends la métaphore médicale, vous êtes malade, on vous propose des médicaments, et bien à un moment donné, on regarde si vous êtes encore malade, ou si la fièvre a baissé, ou si les symptômes ont disparu. Ben c'est pareil hein, avec des étudiants. Vous avez besoin d'évaluer les résultats de votre action, donc auprès des apprentissages des étudiants, et c'est encore mieux si on peut faire la mesure par le malade ou l'étudiant lui-même. Hein, on peut prendre sa température, on peut mesurer sa tension, c'est pas interdit. Donc on peut aussi faire proposer aux étudiants une grille d'évaluation. Et c'est souvent intéressant de voir comment des étudiants sont amenés à évaluer leur propre prestation, et ça c'est de l'auto-évaluation, ou la prestation des autres dans le cadre de l'oral. Et on voit bien que dans le BTS cette année, enfin dans la nouvelle mouture du BTS, l'évaluation ne passe pas que par l'écrit. Dans le BTS ancienne mode, vous aviez une forte contribution de l'écrit sur les résultats finaux du diplôme. Là, vous allez avoir moins de poids de l'écrit. Or, on sait que l'écrit, c'est précisément ce qui gêne, par exemple, les élèves de Bac Pro. Donc, il y a certainement là une piste aussi pour faire progresser les élèves globalement pour qu'ils acquièrent leur diplôme. C'est quand même le but recherché. Et alors vous, quelle posture pour le professeur, pour l'accompagnant? Ça vaut peut-être le coup d'en parler parce que pour certains, c'est pas si simple que ça. En particulier, apporter de l'aide de façon différenciée. Là, il y a une erreur là. Soutenir, valoriser, encourager. J'étais embêté par le là, etc. Maintenant, c'est bien de dire le là parce que bon, pour des tas de raisons, voilà. Du coup, j'ai mis des infinitifs pour éviter de mettre il, elle partout. Mais j'ai oublié le il. Bon, apporter de l'aide de façon différenciée, soutenir, valoriser, encourager. Alors, apporter de l'aide, ça veut dire pour le professeur, ne pas apporter l'aide avant qu'elle serve. C'est-à-dire ne pas aplanir les obstacles avant qu'ils soient là. Et ça, c'est une dérive très très répandue. Le professeur a tendance à écrire beaucoup de choses, par exemple sur un protocole opératoire, parce qu'il va penser que l'élève risquera de penser que peut-être il faudrait faire... Bon, et au bout d'un moment, on finit par avoir... Les collègues qui sont ici et qui me connaissent savent bien que c'est comme ça que ça se passe au moment de l'examen des sujets de TP nationaux. Il faut toujours ajouter des choses et des choses et des choses, parce que oui, mais moi, mes élèves, ils vont penser que, et moi, mes étudiants, ils vont penser que. Oui, mais il y a un moment où ça marche plus, ça. Donc, apporter de l'aide de façon différenciée, c'est aussi ce qui a été proposé, par exemple, à travers les appels dans les ECE, puis ensuite dans les sujets de TP, mais ça pourrait être vrai n'importe quand. C'est-à-dire apporter de l'aide au moment où on en a besoin, où l'élève en a besoin, et pas en amont. Même si, bien sûr, du côté du professeur, il va falloir anticiper un peu les aides qu'il va falloir apporter. Et parfois, il y a des aides qui sont jamais utilisées, tout simplement parce que les étudiants savent. C'est super, ils deviennent compétents. Bon. Soutenir, valoriser, encourager. Écouter, observer, aider chaque étudiant. Et vous voyez que écouter, observer, aider chaque étudiant à prendre conscience de la manière dont il apprend, c'est ce que disait Françoise Claire au tout début. Je me regarde apprendre. Qu'est-ce que je fais quand j'apprends? Alors, il ne s'agit pas de faire des cours de méthodologie d'apprentissage, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais vous regardez un élève pour voir, un étudiant, pour voir pourquoi il n'arrive pas, ou au contraire, pourquoi il arrive à réussir une tâche, c'est extrêmement intéressant, ça. Et du coup, votre rôle, ça va être de l'aider à prendre conscience de ça, pour progresser et s'apercevoir que, par exemple, quand on donne à des étudiants un ensemble de documents, il est parfois intéressant de les regarder tous de façon globale et non pas de les regarder de façon séquencée en pensant que les documents ne se répondent pas les uns aux autres. Donc il y a une vraie question là de méthodologie de travail sur des documents qui va être précisément au cœur de beaucoup d'activités en BTS. On a déjà eu l'occasion d'ailleurs d'en présenter quelques-unes tout à l'heure sur le SLV ou la communication scientifique.
Pensez collectivement, ça c'est pour vous ça. C'est pour vous, c'est pour l'équipe. Pensez collectivement, sortir de la logique strictement disciplinaire. Vous avez compris qu'on n'était pas très favorable à des spécialistes de ci ou ça. Ça fait déjà longtemps qu'on n'est pas très favorable. Alors là, c'est encore plus clair. Vous êtes d'abord des passeurs, c'est vrai, de savoir. C'est comme ça que les professeurs se voient dans un premier temps. Mais ensuite, vous êtes surtout des gens qui formaient des élèves, des étudiants à devenir ce qu'ils n'étaient pas en arrivant. Et dans votre cas, c'est encore plus flagrant parce que là, vous avez un métier derrière. Donc ce métier, c'est un métier de technicien supérieur, et forcément, la logique disciplinaire, elle n'a rien à voir, et c'est d'ailleurs intéressant quand on discute avec les professionnels, ils nous disent « Oh, les savoirs, c'est votre affaire à vous, l'éducation nationale, nous, ce qui nous intéresse, c'est les tâches professionnelles ». Et en effet, quand on reçoit des gens qui passent une VAE, savoir s'ils sont capables de diagonaliser une matrice, tiens, par exemple, pour prendre ailleurs, c'est pas forcément intéressant pour savoir s'ils font un bon technicien. Donc, sortir de la logique strictement disciplinaire, penser collectivement, ça veut dire qu'il faut avoir un regard global sur l'étudiant. C'est ce que j'appelle penser collectivement. Alors évidemment, c'est pas l'enseignant qui sait. On sort d'une position assez, traditionnelle, de l'enseignant qui sait, et c'est vrai que l'enseignant sait. Il sait, et l'étudiant, il sait pas. Donc il y a de toute façon, au départ, un rapport d'infériorité de l'étudiant par rapport au professeur, ça on le sait. Mais là, ce qu'on demande en accompagnement personnalisé, c'est autre chose. C'est de vous mettre un peu sur le côté, là, et puis de regarder vos étudiants, de voir comment ils progressent ou comment ils ne progressent pas. Et puis, au fond, à la fin, vous n'êtes plus là, vous n'accompagnez plus, c'est comme quand vous apprenez à faire du vélo. On vous tient un petit peu, et puis au bout d'un moment, on vous lâche. Alors ça arrive qu'on tombe, c'est vrai au début, et puis au bout d'un moment, on ne tombe plus. C'est au moment où les étudiants ne tombent plus et qu'ils sont capables d'aborder des situations nouvelles que vous les avez rendus compétents. C'est bien ça, la compétence, au fond, que vous visez à obtenir de vos étudiants. Alors, bibliographie. Sur quoi je me suis appuyé pour parler de tout ça ? Je me suis appuyé sur un livre de Philippe Pernoud, 1997, réédité en 2010, que je vous conseille de lire. C'est un Suisse qui, je ne sais pas si parmi vous certains ont déjà lu des propos des livres de Philippe Pernoud, mais s'il n'y en avait qu'un à lire, c'est vraiment celui-là. Il y a tout dedans, tout. De l'enseignement professionnel à l'enseignement général, tout est traité et toutes les discussions, tous les aspects de ce qu'on vient de voir sont discutés là de façon extrêmement convaincante à mon sens. Le deuxième point, j'ai cité les cahiers pédagogiques tout à l'heure avec Françoise Claire. Je les recite puisque assez souvent, cette revue que tout le monde lit ici, bien sûr, puisque vous êtes des professionnels de l'éducation, donc l'actualité de la pédagogie différenciée, c'est passionnant. Ce sont des témoignages de professeurs, ce ne sont pas des inspecteurs qui disent ce qu'il faut faire, ce sont des professeurs qui disent comment ils font. C'est ça les cahiers pédagogiques. Et ça peut concerner la maternelle comme ça peut concerner le post-bac. Et c'est très intéressant de voir comment des professeurs font de la pédagogie différenciée en 5e, en technologie ou en mathématiques, en classe de terminale S. De toute façon, le métier d'enseignant, il transcende les disciplines de ce point de vue-là. Et ce que j'ai dit n'est pas forcément... on peut le dire à d'autres professeurs que les professeurs de physique-chimie. Voilà. Ça, c'est les deux papiers. Au point de vue cytographie, vous avez les ressources d'EduScol sur l'accompagnement personnalisé, qui sont exploitables ou pas exploitables. Ça dépend du niveau auquel vous vous situez. Mais on a relativement peu, voire pas, de ressources pour le post-bac. Donc je vous invite tous, si vous faites des expériences d'accompagnement personnalisé, à nous faire parvenir éventuellement ce que vous faites pour voir si ça vaut la peine qu'on le publie simplement parce qu'on n'a pas énormément de ressources. Parce que maintenant, dans vos classes, c'est vous qui allez faire des choses. Et quand Xavier me passe des documents qu'il fait sur l'accompagnement personnalisé, je me dis, ça vaut le coup d'être discuté, ça vaut le coup peut-être d'être mis en ligne, ça vaut le coup en tout cas de mettre une équipe, parce que c'est quand même toujours une équipe qui va travailler là-dessus. Il n'y a pas de recette toute prête. Il y a des équipes, il y a des établissements, il y a des étudiants. Il n'y a donc pas de recette toute prête sur l'accompagnement personnalisé. Je ne vous donnerai donc pas de progression, parce que je n'y crois guère, puisque la progression, c'est d'abord celle de nos étudiants. Donc ensuite, on verra bien ce qu'on a à en faire, mais la ligne de conduite, elle est parfaitement repérée.
Et puis il y a un site québécois qui vous donnera tous les détails que vous voulez sur la façon dont on différencie. Ça s'appelle différenciation.org, parce que les Québécois sont très bons sur ces questions-là. Et c'est du québécois, donc c'est en français, hein, bien sûr, sans l'accent, tout est écrit. Et vous avez énormément de pistes sur la manière de différencier. Et c'est décliné par champ disciplinaire, vous en avez en sciences et ailleurs. Et rien que le fait de regarder ce site et de voir comment les choses sont faites à l'étranger, dans ce cas-là au Québec, ça peut vous donner plein d'idées aussi. Voilà. Et pour finir, 2 petites images. Les petites pommes, c'est parce qu'on n'est pas tous pareils, même s'il y a beaucoup de similitudes, mais il y en a bien une qui n'est pas comme les autres, là. Et puis en bas, vous avez, n'est-ce pas, tous reconnu l'idée de coopération qu'on cherche à promouvoir pour résoudre des problèmes. Voilà une forme symbolique de travail que je voulais vous faire passer. Voilà, je vous remercie.